Alors, Coloplast méritait d'avoir une place dans ma watchlist. C'est essentiellement ça qu'on va essayer de faire en date d'aujourd'hui. Donc, on regarde premièrement la croissance des revenus. Bonne chose, c'est intéressant. Maintenant, vous savez à peu près quel type de questions vous devez poser au-delà de la croissance. C'est bien d'avoir une croissance des revenus. Mais voilà, on ne va pas revenir dessus. La deuxième question, c'est de savoir d'où est-ce qu'elle provient. Acquisition organique. Donc, ensuite, on regarde le volume de croissance ici. Ça ne veut pas forcément dire qu'on aura du 10% en moins sur les années à venir. Non, il faut également aller regarder la taille du marché. Il y a d'autres questions à aller poser, les compétiteurs, etc. Donc, on aime ce qu'on voit ici. Marge brute, stabilité ou croissance, on a une stabilité, la marge brute. J'aime ça. Premier niveau de pricing power, c'est au moins maintenir ses marges brutes. C'est pas parce que la marge brute également va diminuer qu'on va tirer des conclusions hâtives. Il faut toujours comparer ça avec les marges EBITDA également par rapport à ce que l'entreprise fait précisément. Si elle a fait des acquisitions, parfois, on peut avoir fait l'acquisition d'une entreprise ici qui a des marges moins élevées. Donc, le temps ici de régresser les marges, ça peut prendre du temps. Bref, ce que je vois ici, j'aime bien ça. Ensuite, marge EBITDA, on a une pression des marges EBITDA. La différence entre la marge brute et la marge EBITDA ici va généralement provenir essentiellement du marketing ou bien de l'augmentation ici du pôle recherche et développement. Donc, il faut aller regarder à ce niveau-là pourquoi est-ce que depuis 2021, on a une baisse des marges EBITDA. Et maintenant, par rapport à ce que le management mentionne ici, qu'est-ce qu'il en est finalement? Ensuite, on va comparer les marges en question avec les marges nettes. Donc, marge nette ici, également depuis 2021, on a assisté une baisse des marges nettes. Ensuite, on va regarder les free cash flow, les marges de free cash flow. Voilà. Boum. Donc, on a plutôt des marges de free cash flow, disons, des marges de free cash flow plutôt stables sur les derniers mois. Et donc, la question est de savoir ici, qu'est-ce qui met une pression sur les marges nettes et les marges EBITDA. De manière générale, ce que je vois ici, bon, c'est assez correct, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais l'essentiel ici, quand on regarde les éléments quantitatifs, c'est pour poser des questions derrière au niveau du qualitatif. Pourquoi est-ce que les marges brutes, pourquoi est-ce que les marges EBITDA diminuent alors que les marges brutes sont stables? Qu'est-ce qu'il en est ici des marges nettes? Et pourquoi est-ce qu'on a une remontée ici des free cash flow? Quelle est la différence derrière? Bref, ce sont ces questions-là que je vais poser. Mais déjà, à peu près ces différents éléments-ci, c'est une entreprise que j'aime bien, qui me plaît quantitativement. Ensuite, je me regarde le nombre d'actions. On assiste ici à une augmentation du nombre d'actions. Alors ici, le nombre d'actions peut augmenter si l'entreprise a fait une acquisition ou bien si l'entreprise ici a décidé ici de réduire la dette en augmentant, en se finançant ici en émettant de nouvelles actions. OK? Donc, on a plutôt ces éléments-là. Donc, ici, en 2002, on a une acquisition de 10 milliards. Et là, on a une acquisition ici, je pense ici, c'est de la monnaie norvégienne. Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Hein. On va aller voir ça rapidement ici. Qu'est-ce qu'on a? Le DKR ici. Je pense que c'est la couronne danoise. Si on va juste vérifier ça. Je ne veux pas dire de bêtises parce que parfois... OK. Parfait. Donc, je pense que c'est la couronne danoise. OK. Donc, c'est parfait. On continue ici. Je vois ici une augmentation. Je vois ici des acquisitions. J'aime bien les mecs en quarterly, c'est plus facile ici. Donc, je vois une acquisition en 2022, une autre acquisition en 2023. Et donc, à partir de ces acquisitions, je constate également que les marges diminuent. Donc, l'entreprise qu'on a peut-être, les entités qu'on a rachetées ici, peut-être ici, ne sont pas aussi rentables que l'entité Coloplast pour le moment. OK? Ça ne veut pas dire ici qu'on ne va pas ajuster ces marges-là. Peut-être qu'également, ce sont des segments où il y a de la croissance et très élevée. Donc, on peut voir ici que la croissance ici, c'est un mix entre croissance organique et acquisition. Grosso modo, on va dire que plus croissance organique quand même, parce qu'ils ne font pas des acquisitions tous les jours. On en fait des petits, mais les grosses ici, c'est à partir de ces niveaux-ci. En tout cas, on continue ici. Maintenant, du point de vue dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? Je veux quelque chose inférieur à 5, on va 2,7, c'est assez correct ici. Du point de vue volume en free cash flow, on a sur les 12 derniers mois, du point de vue volume en free cash flow, on a à peu près 5 milliards de couronnes danoises pour une dette nette de manière générale ici de combien? Je veux que ce soit inférieur à 10. On a à peu près pour ce genre d'entreprise, donc on est à peu près inférieur ici à... c'est même inférieur à je pense que c'est 5. C'est parfait. Donc, moi, j'aime bien ce que je vois ici. Donc, on peut rembourser ici la dette nette en 5 ans avec les free cash flow actuels, si les free cash flow actuels se maintiennent. Maintenant, price to earning, qu'est-ce que ça donne? Combien de fois les bénéfices le marché paye généralement pour ce genre d'entreprise? Je pense qu'on va tendance ici à payer entre 20 et 25 fois les bénéfices.
Donc ici, c'est 25 fois. Donc en payant 25 fois les bénéfices, il faut que ce soit une entreprise en croissance de manière générale. Parce qu'en maturité, on va se rapprocher entre 20 et 15 fois les bénéfices. Donc ici, l'opportunité va se présenter si l'entreprise se négocie aux alentours de 15 et 20 fois les bénéfices. Et encore, regardez toujours la taille du marché. Donc, je prendrai 25 fois les bénéfices ici, de telle sorte que quand je rentre au niveau de Coloplast, je vais rentrer ça ici sur Fastgraft. Voilà, je le mets à 25 fois les bénéfices en année N plus 3, un tout petit peu de croissance. Est-ce que c'est, en le faisant ici, je vérifie toujours, est-ce que c'est un business prévisible? 90% du temps ici, les analystes ont raison par rapport à leurs prévisions. Donc, je compare ici les bénéfices nets ajustés avec les free cash flow. On a quelque chose qui semble aller dans le même sens. Donc, voilà, je mets ça. Donc, ça donne combien ici? Aux alentours de, si je mets à 25 fois les bénéfices, on va se situer en 2027 à peu près à 30 $ l'action, 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près aux alentours de 700, disons 760 couronnes danoises. Moins la dette nette en date d'aujourd'hui, 760, moins la dette nette. Voilà, je mets ça ici. Je calcule 760 moins la dette nette aujourd'hui de 104 moins 105. Ça donne à peu près aux alentours de 655 couronnes danoises. Donc, je mettrai ça dans ma watchlist. Donc, si vous avez accès à la watchlist, on met ça là. Donc, je rappelle que le lien est en description de la vidéo. On mettra au niveau de cette compagnie. Donc, on va mettre ça ici. On a juste, voilà, où est-ce que c'est? Je vais juste actualiser. Et on va au niveau de Coloplast, qui fait partie ici de l'industrie des équipements et fournitures de santé. D'accord? Donc, on va regarder ça. C'est un secteur d'activité qu'on a analysé dernièrement. Donc, pour ceux qui ont accès au service Top Premium, on vient ici et je vais juste faire la mise à jour. Je mets ça là. Coloplast. Où est-ce qu'elle se situe cette affaire-là? Voilà, ici. Donc, la dernière fois qu'on a analysé cette compagnie, on était à peu près à 1000 couronnes danoises. Donc, vous voyez ici une réduction par rapport à ce qu'on a mentionné précédemment. Donc, toujours aller vérifier est-ce que les attentes des analystes ont changé. 700, voilà. Je mets combien? 655 plutôt. Donc, je mets ça à 655. Voilà, la dernière vidéo sur cette chaîne par rapport à Coloplast. Coloplast. Voilà, on était à peu près en juillet 2023. Ok, donc ça date il y a longtemps quand même. En juillet 2023, on se situe à peu près à combien sur cette compagnie? Je viens là. Juillet 2023. Où est-ce qu'on avait ça? Juillet 2023 ici. Aux alentours de 860 par là. Disons, enfin, 800 couronnes danoises par là. Et ça m'étonnerait que j'ai dit que cette compagnie était sous-évaluée. Donc, on va se dire qu'ici, entre-temps, on a eu un ajustement. On a eu des bénéfices nets de moins en moins élevés. Vous avez vu avec les acquisitions de la dernière fois, il y a une pression au niveau des marges. Donc, oui, le revenu augmente, mais en termes de marge, on reste plutôt... Voilà, on a une légère diminution. Donc, ça peut expliquer ici le différentiel entre les deux. Dans tous les cas de figure, comme je l'ai dit, ce genre d'entité, on va avoir tendance... Il est préférable de les acheter à des niveaux de multiples moins élevés. Et encore, je pense qu'on avait des actions, on avait un nombre d'actions moins élevé à cette période-là. Donc, toujours aller vérifier. Vous avez vu ici que le nombre d'actions, lui, il a augmenté. Ça peut également s'expliquer. Voilà. Donc, on a une augmentation aussi du nombre d'actions à partir voilà, à partir ici de juin. On va le mettre comme ça. Donc, après, je peux mettre ça en quarterly. Je pense que le trimestre en question, c'était à partir du trimestre du mois de septembre. Donc, ça peut s'expliquer. Donc, on dit, oui, mais ça dit que tu as 10 000 et là, ça se retrouve à quel niveau? Donc, on s'est trompé quelque part. Non. Attention au niveau des chiffres, c'est toujours bien de retourner en arrière un tout petit peu et vous remarquez ici que le nombre d'actions a augmenté. Peut-être que le volume est plutôt resté le même. Donc, c'est normal qu'on ait juste un bénéfice net par action moins élevé que précédemment, mais ça s'explique uniquement parce qu'on a à peu près augmenté le nombre d'actions pour financer les acquisitions. Dans l'ensemble, j'aime bien ce que je vois présentement. Attention, il ne faut pas que j'oublie. Voilà, donc ici, je mets dans ma watchlist, je mets la date d'aujourd'hui. OK, on vient là et boum. Ce qui veut dire que l'entreprise en date d'aujourd'hui, je dirais correctement évaluée sans plus.
Ça veut dire qu'au prix actuel, si c'est une entreprise qui m'intéresse, il faut vraiment que la croissance soit, qu'on soit situé sur un marché sur lequel sur lequel il y ait du potentiel de croissance, donc peut-être la consolidation, ou bien ici prendre de plus en plus de parts de marché. En tout cas, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et le lien vers la watchlist ainsi que le service Top Premium est en description de la vidéo. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.